Penser Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Bonjour, bonsoir, c'est Nordine. Bienvenue sur Penser le monde. Le but de cette émission est de vous présenter une actualité politique nationale ou internationale, puis de la confronter à une théorie philosophique pour essayer d'en comprendre les enjeux. Dans la deuxième partie de mon émission, mon invité, issu du monde de la recherche universitaire, professeur ou doctorant, nous présentera ses travaux et tâchera ensuite de nous montrer en quoi ces thématiques de recherche peuvent apporter un éclairage sur l'actualité politique que nous décryptons dans l'épisode. Pour rappel, dans notre dernier épisode, nous avions évoqué la suspension de la réforme des retraites et le problème de son financement. Dans cet épisode, étant donné que ce mardi 9 décembre, après un rejet au Sénat puis un nouvel examen à l'Assemblée, le projet de loi de financement de la sécurité sociale et la suspension de la réforme des retraites notamment, a finalement été voté de justesse par les députés en deuxième examen, eh bien je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre analyse philosophique de cette actualité. Nous essayerons de décrypter ces enjeux. Pour ce faire, nous utiliserons la pensée politique de Rousseau et de Spinoza. Après vous avoir brièvement résumé les mesures clés contenues dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, je vous proposerai de nous poser cette question. Une démocratie purement arithmétique et quantitative est-elle possible ? Après avoir exploré pour répondre à ces problématiques la pensée de Rousseau, qu'il développe dans le contrat social, avec une vision qualitative de ce que devrait être la démocratie, c'est mon invité Charles Ramon, professeur des universités, qui tâchera de nous présenter peut-être une réponse alternative à travers son expertise sur la pensée politique de Spinoza, qui semble baser plutôt sa vision politique sur l'aspect quantitatif de la démocratie. Charles Ramon, bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? Écoutez, je n'en sais rien. J'espère que ça va bien. Entendu. Merci, bonsoir. Très bien. Eh bien, je rappelle rapidement que vous êtes actuellement professeur des universités à l'Université de Paris 8 et vous aviez au début des années 2000 notamment enseigné à l'Université de Bordeaux. Vous êtes spécialisé sur la pensée de Spinoza, entre autres. Vous avez écrit en 2007 un dictionnaire de Spinoza, mais aussi en 2023 une introduction à Spinoza. Aujourd'hui, vous nous présenterez tout spécifiquement vos travaux sur la pensée spinoziste, afin de nous aider à répondre à cette question. Une démocratie du pur calcul quantitatif est-elle possible ? Penser le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Tout d'abord, entrons dans l'analyse philosophique de notre actualité politique. Ce mardi 9 décembre, les députés français ont voté enfin à l'Assemblée la partie recettes et dépenses du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2026. Après de longues semaines de débats, ils se sont finalement mis d'accord pour adopter le budget du PLFSS à tout juste 247 voix pour, 234 voix contre. Renaissance, les socialistes ainsi que le MoDem ont voté favorable, tandis que la France Insoumise et le Rassemblement National l'ont rejeté. Les écologistes, de leur côté, se sont abstenus. Le budget initialement proposé par le gouvernement a subi de nombreuses modifications, car à gauche comme à droite, aucun groupe politique n'était satisfait par le texte. Voici, dans sa version amendée et adoptée à l'Assemblée nationale, les mesures phares que contient ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Tout d'abord, la réforme des retraites, adoptée à coup de 49-3 sous la première ministre Elisabeth Borne et qui avait suscité un fort mouvement de révolte sociale, sera suspendue jusqu'à janvier 2028 au minimum. Ensuite, ce PLFSS propose une hausse de la CSG
de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital, qui passera donc de 9,2 à 10,6%, mais aussi une taxe de 1 milliard d'euros environ sur les complémentaires santé. En fait, selon les députés socialistes, ces contre-mesures budgétaires devraient permettre de couvrir les coûts engendrés par la suspension de la réforme des retraites. Autre mesure importante, les arrêts de travail seront désormais limités à 1 mois pour les premières prescriptions et 2 mois pour les renouvellements de prescription, afin d'éviter les abus. Enfin, le PLFSS prévoit l'instauration d'un nouveau congé de naissance qui accordera aux parents 2 mois de congé rémunérés à 70% puis 60% de leur salaire, en plus des congés paternité existants déjà. Ceci afin d'encourager, selon les mots du président Emmanuel Macron, à un réarmement démographique. Les députés auront donc longuement débattu à l'Assemblée pour trouver un équilibre fragile entre recettes et dépenses de la sécurité sociale, dont le déficit en 2025 s'est élevé à 23 milliards d'euros. On le voit, ces débats parlementaires sur la sécurité sociale auront plus consisté en des calculs budgétaires et politiques plutôt qu'en des confrontations de vision et de philosophie. Concernant la suspension de la réforme des retraites, par exemple, les députés socialistes ont défendu l'idée que les coûts engendrés seraient amortis par une hausse de la CSG, tandis que les républicains, de leur côté, n'y voyaient pas le compte et criaient au contraire à l'irresponsabilité budgétaire. Mais jamais il n'aura été question de discuter en profondeur sur la nature même du travail. En fait, depuis quelques années, une nouvelle tendance politique semble se dessiner. Les débats sont de plus en plus centrés sur des questions de budget, de calcul des coûts, sur des mesures techniques et quantitatives, plutôt que sur des questions de justice, d'éducation, de culture, de vision politique sur le long terme. Notre démocratie serait-elle devenue une démocratie du calcul, une démocratie quantitative? Si tel est le cas, est-il même encore possible de parler de démocratie lorsque seul règne le quantitatif au profit du qualitatif? Pour répondre à cette question, commençons par revenir à l'une des théories philosophiques à l'origine de notre système démocratique à la française. Et rappelons-nous la pensée de Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, qui, dans le Contrat social en 1762, avait dépeint un régime démocratique idéal qui semblait basé bien plus sur une approche qualitative que quantitative. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Chez Rousseau, ce qui doit fonder et orienter la démocratie et les lois qu'elle produit notamment, ce n'est pas en priorité le quantitatif, c'est-à-dire le calcul arithmétique des coûts et bénéfices budgétaires, mais le qualitatif, c'est-à-dire les idées, les convictions, les désirs d'un peuple. En effet, il explique que pour qu'une société soit réellement libre et démocratique, il faut que lorsque les individus se réunissent en groupe pour former société par un contrat mutuel, chacun accepte d'abandonner sa liberté et ses intérêts purement individuels pour chercher uniquement le bien du groupe, l'intérêt de la société. Si au sein de ce groupe social, chaque membre désire faire des choix qui apportent un intérêt au groupe, alors, paradoxalement, le groupe devient bénéfique pour chaque membre. Ainsi, Rousseau nous propose un modèle démocratique où les citoyens n'ont pour but que de travailler au bien commun, à l'intérêt général, afin de créer une société cohérente, stable, qui, en retour, assure les intérêts et la liberté de chacun.
Dans ce modèle de société rousseauiste, les institutions politiques sont donc des organes ayant pour unique vocation de servir et accomplir les intérêts communs, les intérêts du groupe. Chez Rousseau, le corps législatif a pour rôle d'élaborer et proposer des lois qui répondent aux intérêts du groupe social, tandis que le corps exécutif n'a qu'une fonction, mettre en application ces lois votées en faveur du peuple. En résumé donc, Rousseau rêve d'une démocratie où chaque citoyen agit, réfléchit et vote dans le but de favoriser les intérêts de tous ses concitoyens, et où les députés utilisent leur expertise pour proposer des lois justes permettant de répondre aux intérêts du groupe social, tandis que les ministres, subalternes du corps législatif, doivent tâcher simplement d'exécuter ces lois, s'assurer que ces lois qui répondent à l'intérêt général soient correctement appliquées. Chez Rousseau donc, ce qui doit guider les choix démocratiques, c'est l'intérêt du peuple, les besoins, les désirs et les convictions du groupe social. Ce qui compte dans cet idéal démocratique, ce n'est pas de calculer quantitativement des équilibres budgétaires, financiers, économiques pour voter des lois en fonction uniquement de cette pure appréhension rationnelle du réel. Mais plutôt, ce qui compte, c'est d'écouter attentivement, d'analyser qualitativement les intérêts, les voix, les revendications du groupe social, pour ainsi faire des choix législatifs, politiques et financiers qui s'accordent avec cette volonté exprimée par le peuple. Pensez le monde. Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris. Rebonjour monsieur, donc je viens de faire une analyse assez personnelle, bien sûr, de la philosophie de Rousseau, et j'aimerais vous interroger sur la pensée politique de Spinoza pour nous aider à comprendre cette actualité. Mais tout d'abord, est-ce que vous pourriez prendre quelques minutes pour essayer de nous présenter dans les grandes lignes vos travaux, notamment sur la pensée de Spinoza? Eh bien, merci pour votre question. Ça fait environ 30 ans maintenant, un peu plus, que je travaille sur la philosophie moderne et principalement sur celle de Spinoza. J'ai rédigé en 1992, par là, une thèse sur qualité et quantité dans la philosophie de Spinoza. Alors,
Si vous voulez, pourquoi qualité et quantité, ce qui peut sembler un couple standard, bateau, c'est parce qu'en fait, petit à petit, je me suis rendu compte, et ça, pour cela, j'étais influencé par mes lectures de Bergson quand j'étais étudiant, qui dit à la fin des données immédiates de la conscience, qu'au fond, tous les problèmes philosophiques dans lesquels se sont perdus certains philosophes ou qui n'ont pas pu se résoudre viennent du fait qu'ils n'ont pas su bien distinguer clairement. Il le dit, le temps et l'espace et qualité et quantité. Pour lui, c'est des choses semblables. Donc j'avais été frappé par cette phrase et je me suis rendu compte progressivement que c'était un couple de concepts qui était particulièrement pertinent pour Spinoza, puisque si vous voulez, le passage d'un monde qualitatif à un monde quantitatif est exactement la charnière du XVIIe siècle, c'est-à-dire la modernité, c'est-à-dire le moment où Descartes a posé que l'essence des choses était l'étendue, c'est-à-dire la quantité en vocabulaire du XVIIe siècle. Et donc, on passe, si vous voulez, d'un monde aristocratique, ce qu'on appelait les hommes de qualité, c'était les aristocrates, les nobles, où on bascule vers un monde bourgeois qui donnera progressivement la démocratie, c'est-à-dire le monde que nous connaissons, c'est-à-dire le monde de la quantité en politique, mais non seulement en politique, mais absolument dans tous les domaines. C'est-à-dire que nous sommes passés d'un monde traditionnel, le monde, disons, du Moyen-Âge, ou encore de certaines sociétés traditionnelles, qui est un monde qualitatif, où vous avez des différences d'essence entre les hommes et les femmes, mais aussi entre divers types d'hommes, les hommes d'or, les hommes d'argent, les hommes de bronze, les uns étant préoccupés de l'intellect, les autres de la guerre, les troisièmes du commerce, donc comme s'il y avait des essences distinctes entre les hommes. Eh bien, nous sommes passés progressivement vers un monde entièrement, nous avons basculé, et ça s'est passé au XVIIe siècle, vers un monde entièrement quantitatif, c'est-à-dire où les qualités n'étaient tout simplement rejetées de la pensée humaine, n'avaient plus aucune importance, et nous sommes tous devenus des hommes sans qualité, comme dit Musil, et préoccupés d'économie, de marché, de mesures, de techniques, d'évaluation, de notation, de statistiques, de sondages. C'est-à-dire qu'en fait, nous baignons du matin au soir dans le monde de la quantité, et c'est un héritage donc du XVIIe siècle, d'abord de Descartes et ensuite de son disciple, si on peut dire, Spinoza. Et donc, on voit chez Spinoza, en tout cas c'était ma thèse, ce basculement qui se produit non sans difficulté d'ailleurs conceptuelle entre ces deux mondes, à la charnière desquels il se trouve. Alors, je comprends donc du coup que Spinoza hérite de cet aspect quantitatif du monde, mais ma question du coup c'est pourriez-vous nous aider à comprendre quel est pour Spinoza le régime idéal, et est-ce que pour Spinoza du coup on peut penser à un régime idéal dans la quantité, ou bien est-ce qu'il essaye de rejeter cette quantité? Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Spinoza, progressivement, et il n'est pas mort très vieux, il est mort à 45 ans, mais il y a quand même une évolution en lui, et cette évolution est très frappante quand on va vers sa dernière œuvre, qui est le traité politique, que j'ai traduit du latin aux presses universitaires de France, il y a quelques décennies. Eh bien, cette évolution va vers un aspect de plus en plus quantitatif, je dirais même obsessionnellement quantitatif. C'est assez frappant parce que certains auteurs ont reculé devant la quantification, qui n'est jamais une notion très agréable ni très enthousiasmante. Et Spinoza, au contraire, s'y est jeté dedans avec une sorte d'obsession, d'extrémisme presque quantitatif. Et ça vient de toute sa philosophie. C'est-à-dire que Spinoza est quelqu'un qui a conçu un petit peu dans la suite de Descartes, mais avec une très grande radicalité, absolument tout l'univers sous l'angle de la quantité. C'est-à-dire que sa définition fondamentale d'une chose, c'est qu'une chose essaye de persévérer dans l'être, c'est-à-dire de durer, autant qu'il est en elle, comme il dit, quantum in se est, c'est-à-dire autant qu'elle a de puissance, autant qu'elle a d'énergie, autant qu'elle a de force. Et donc, ce quantum qui fait l'essence de chaque chose, eh bien, il s'applique absolument à tous les degrés de réalité, c'est-à-dire des choses les plus petites, les atomes, mais jusqu'aux parties du corps, les muscles, jusqu'au corps entier, c'est-à-dire des individus, mais ça peut être aussi des foules, des états, etc. Et donc, si vous voulez, l'idée de Spinoza, c'est d'unifier complètement le monde sous le règne de la quantité et des luttes entre puissances, c'est-à-dire des hiérarchies de puissance quantitatives. Et de ce fait-là, si vous voulez, arriver à la démocratie, pour lui, c'était juste normal. C'est-à-dire que la démocratie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le règne de la quantité. C'est-à-dire, on fait les comptes
Et c'est le nombre des voix qui détermine ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Et il n'y a aucune considération qualitative. Et donc, d'une certaine façon, la politique démocratique ne fait que reproduire à l'échelle politique ce qui se passe à tous les autres échelons de la réalité. C'est-à-dire, en fait, des associations de puissance, des conflits de puissance, des rencontres de puissance mesurables, hiérarchisables, quantifiables. Et donc, la démocratie n'est pas le meilleur des régimes ou le régime préférable, le régime idéal. Je dirais c'est juste le régime normal, naturel. C'est la politique bien comprise, de même que si vous voulez, la médecine bien comprise consiste à mesurer les taux de telle et telle hormone dans le corps. La physique bien comprise consiste à mesurer les forces, divers éléments qui se rencontrent dans la nature. Ben, la politique n'est que la prolongation de cette théorie entièrement quantifiée des choses singulières, et donc, d'une certaine façon, alors qu'en général on considère que la démocratie est antinaturelle, Spinoza a eu cette phrase tout à fait prophétique et unique en son temps de dire, c'est les derniers mots qu'il a écrits, pour ainsi dire dans son traité politique, dans le dernier chapitre, que la démocratie était le régime absolu, en latin imperium absolutum, c'est-à-dire un régime que rien ne viendrait jamais dépasser. Parce qu'en fait, on avait atteint son point d'équilibre. Et cette prophétie du côté universel et absolu de la démocratie n'a été reprise que par la suite par Tocqueville, par Damasio, dans son célèbre livre Le dernier homme et la fin de l'histoire, qui pensait aussi que nos démocraties libérales seraient le dernier régime humain. Mais ils étaient largement précédés par Spinoza et sa théorie de la démocratie comme régime absolu. C'est donc plutôt absolu et naturel que idéal qu'il faudrait dire. Donc, ce qui est très intéressant, du coup, c'est que Spinoza considère la démocratie comme une continuation de l'ordre de la nature qui est, Exactement. qui est arithmétique, nécessaire, déterminé. Mais du coup, de même que dans les mathématiques, on peut faire de mauvaises formules, de bonnes formules. Est-ce que Spinoza a développé vis-à-vis de la démocratie une théorie de la bonne et de la mauvaise démocratie, parce que quand bien même ce serait un régime de calcul arithmétique, est-ce qu'il a développé des principes permettant de définir si telle ou telle démocratie calcule bien, se déploie bien dans la rationalité arithmétique, ou bien est-ce qu'il a simplement dit de manière assez générale que la démocratie était de l'ordre du quantitatif, mais sans donner un peu plus de clés pour savoir comment du coup appliquer à l'échelle humaine cela? En fait, il y aurait une réponse à donner, parce que dans le traité politique, Spinoza a une vision, si vous voulez, physicaliste de la politique, mais elle ne s'applique pas qu'à la démocratie. Parce que l'idée de Spinoza, c'est qu'il n'y a pas de rupture entre les diverses formes de politique. C'est-à-dire, vous avez des régimes théocratiques, des régimes aristocratiques, des régimes monarchiques et des régimes démocratiques. Mais il n'y a pas de rupture, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité de l'un à l'autre. Ils sont plus ou moins démocratiques, plus ou moins libéraux, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'essence quand on passe à la démocratie. Et disons que la démocratie manifeste plus clairement l'essence même de la politique que les autres régimes. Mais les autres régimes ne sont pas dépourvus de rationalité, de finalité, d'intelligence, etc. Spinoza n'est pas. Et donc la réponse à la question que vous posez, il l'a donnée à propos d'autres régimes, par exemple le régime monarchique, mais elle vaudrait certainement pour la démocratie. Il n'a pas pu terminer le chapitre sur la démocratie, puisqu'il est mort après à peine l'avoir commencé. Mais donc, que dit Spinoza? Il faut toujours considérer la politique de façon physique, c'est-à-dire il n'y a pas de différence de nature entre la physique et la politique, c'est ce que je disais tout à l'heure. On doit les apprécier de la même façon. Et donc, c'est en ce sens qu'on a pu le rapprocher de Machiavel, si vous voulez, non sans raison. D'ailleurs, lui-même déclare son admiration pour Machiavel dans le traité politique. Il y a des choses qui sont impossibles en physique. C'est-à-dire, vous mettez une pierre dans l'eau, elle va couler, elle va pas flotter. Et bien, de la même façon, il y a des choses impossibles, en quelque sorte, physiquement, dans un régime politique. Et il donne des exemples. Il dit, si vous êtes un prince et que vous vous promenez tout nu dans les rues, ivre et avec des prostituées, vous ne pouvez pas avoir le respect du peuple. Donc, c'est pas que c'est bien ou c'est que c'est mal, c'est qu'il y a des lois physiques, en quelque sorte, du comportement humain,
Et que si vous ne les respectez pas, votre régime ne pourra pas être respecté et donc ne pourra pas se maintenir avec le soutien populaire. Qu'on soit en démocratie ou en monarchie, ça ne change pas. Il faut toujours prendre les choses sous l'angle de la physique. Très très intéressant comme approche, ça permet aussi de dédramatiser notre compréhension de la politique. Et du coup, eh bien pour finir, est-ce que l'on pourrait essayer de faire une expérience de pensée? Est-ce que l'on pourrait essayer d'imaginer une vision que Spinoza pourrait avoir de ces débats parlementaires, ou peut-être même un conseil qu'il pourrait nous donner à nous, hommes modernes, au vu justement de ce dont vous êtes en train de parler ici, de cette nécessité de voir la politique de manière physique, comme si l'on observait les lois de la physique et les objets de la nature, plutôt que de manière morale, voire moraline. Est-ce qu'il, selon vous, pourrait avoir un mot sur cette situation? Je pense pas qu'il pourrait avoir de mots sur cette situation particulière, bien sûr. Oui. Quand vous lisez le traité politique, vous êtes frappé par la minutie des règles et des propositions de Spinoza qui vont vraiment jusque dans les détails des commissions, des âges auxquels on peut prétendre à telle ou telle fonction. Il va même jusqu'à se demander à quelle distance doivent se trouver les capitales des principales villes d'un royaume pour que les gens puissent s'y déplacer pour voter, etc. Donc, si vous voulez, il entre dans des détails très précis pour que justement ce régime quantitatif puisse se développer, et il donne des âges de retraite, il donne les salaires qu'on doit donner à des gens, les amendes qu'on doit leur infliger, etc. Donc il avait, alors ce qu'il faut voir pour donner un côté plus général à ma réponse, c'est que Spinoza, c'est pour ça qu'il a été tellement aimé de Nietzsche, et c'est pour ça qu'il pose encore problème, je pense, pour un certain nombre de penseurs politiques contemporains. C'est quelqu'un qui a une philosophie qui est contre les valeurs. Vous avez prononcé le mot de morale, même de moraline, et c'est pas pour rien que Nietzsche a tellement aimé Spinoza. Spinoza était quelqu'un qui ne croyait absolument pas à l'existence de valeurs morales préétablies, puisqu'il disait, c'est une très célèbre proposition de l'éthique, que ce n'est pas parce que les choses sont bonnes que nous les faisons, mais c'est parce que nous les faisons que nous les déclarons bonnes. Donc, il pratiquait le renversement des valeurs, et donc pour lui, il n'y a rien de préexistant à la politique. La morale n'est jamais là pour gouverner la politique. Alors, je sais que ça fait peur à beaucoup de monde, parce que les gens se disent, mais alors, le peuple va voter n'importe quoi, il ne va pas croire à des valeurs. Et donc, la thèse de Spinoza, c'est qu'en réalité, les valeurs, comme le reste, sont à discuter, sont à établir, sont temporaires, sont relatives à un temps, à un mode, et un régime démocratique a le droit non seulement de choisir le détail de ses lois, comme on fait en ce moment à l'Assemblée nationale, mais il a aussi le droit de choisir ses valeurs. C'est-à-dire que actuellement nous avons liberté, égalité, fraternité, et puis nous avons des tas de valeurs pacifiques. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des valeurs coloniales, universalistes. On allait envahir les peuples, on faisait la guerre pour un oui, pour un non. La France a fait des centaines de guerres contre ses voisins. Bon, eh bien, Spinoza, s'il était là, enfin, si je parle par sa bouche, je vous dirais, c'est ni mieux ni moins bien. C'est comme ça. Si un peuple décide à un certain moment d'être pacifique, bah c'est comme ça. Si à un autre moment il décide d'être agressif, pourquoi pas? Il n'y a pas de règle préalable à la décision populaire et démocratique. Très intéressant, parce que dans mon analyse de première partie, j'essayais de m'interroger un peu sur, de revenir à l'idéal rousseauiste, à cet idéal d'individus libres, égaux, qui agissent de manière désintéressée pour le bien commun. Et ce qui est très intéressant, c'est que Spinoza semble nous inviter à regarder les choses avec une tête un peu plus froide, mais peut-être un peu plus juste, paradoxalement. Et ce que vous nous avez partagé là donne vraiment envie de plus s'intéresser à la philosophie de Spinoza, qui au niveau politique peut nous apporter une capacité de réfléchir de manière peut-être plus rationnelle aussi sur notre situation. En tout cas, merci beaucoup Charles Ramond. Donc j'invite les auditeurs à aller voir vos travaux. Vous avez notamment écrit un magnifique dictionnaire de Spinoza, de Derrida, et merci à tous les auditeurs. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Radio Campus. C'était Nordine, vous écoutiez l'émission Pensez le monde. À très vite, et en attendant, prenez soin de vous. Penser. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser en profondeur ce que c'est que le savoir. Le monde. There'll be some swapping of territories. Dans ce moment-là, la France est regardée. Penser le monde quand les actualités politiques se confrontent à la philosophie.
Un vendredi sur 4, 18h, Radio Campus Paris.